Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. Pierre Pageot, La santé des Limousins et des Périgourdins au XIXe siècle, 2011. Yves Delange, Conversation au bord de la Sorgue, Jean-Henri Fabre et Louis Pasteur, 2011. André Audoineau, D'un pays à l'autre. Chronique d'un médecin colonial, 2011. Roger Tessou, L'Aigle et le Caducée. Médecins et chirurgiens de la Révolution et de l'Empire, 2011. Henri de Lorna, Les tribulations d'Henri en Pologne occupée, 1941-1945. Témoignage, 2010. J. Boulaine, R. Moreau, Pézère, Éléments d'histoire agricole et forestière, 2010. Jean C. E. Accent aigu A, Une vie de mathématicien. Mes émerveillements, 2010. Bernard Feduti, Copernic, Kepler, Galilée face au pouvoir, 2010. David Annie, Rencontre avec des guérisseurs. Magnétiseur, radiesthésiste et rébouteux en Champagne-Ardenne, 2010. Richard Moreau, Pasteur et Besançon. Naissance d'un génie, 2009. Jean-Dominique Bourzat, Une dynastie de jardiniers et de botanistes, les Richards. De Louis XV à Napoléon III, 2009. Thomas de Vittori, Les notions d'espace en géométrie, 2009. René Vallery-Rado, La vie de Pasteur, 2009. Roger Tessou, Une histoire de l'ulcère gastro-duodénal, 2009. À mes parents, ma fierté, je dédie ce premier livre. Rana. L'histoire, toute histoire est un moment de réflexion dense, de recul et de bilan. Toute histoire permet de voir ce qui a été réalisé, et ce qui reste à faire. L'histoire est une projection dans le futur qui nous aiguise et nous montre le chemin qui reste à parcourir. Toute histoire est un élan porteur de progrès et d'espoir. Gélou Lazuna. Introduction. Paraphrasant Littré à propos de l'histoire de la médecine, nous dirons que la science de la pharmacie, si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier, doit s'occuper de son histoire. Il en est des pharmaciens comme de toute société ou communauté. Aussi, écrire l'histoire de la pharmacie n'a-t-il d'autre fin que de contribuer à ce que cette société de pharmaciens puisse se définir, se représenter, se situer par rapport aux autres communautés. Cette histoire est donc volonté d'être du corps social, recherche identitaire, recherche de normes, de valeurs, de sens sain. L'idée de ce travail est de s'inscrire dans cette problématique. C'est donc une tentative et une volonté d'écrire l'histoire de la pharmacie en Tunisie, du 8e siècle après Jésus-Christ jusqu'en 1976. Nous avons pu concevoir celle-ci en nous basant sur les œuvres disponibles à la bibliothèque du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, les textes de loi rassemblés à partir de la Maison du pharmacien, de la bibliothèque de l'Institut Pasteur de Tunis et pour les plus anciens à partir des périodiques de la Bibliothèque nationale. Les articles divers publiés dans la revue Essai d'Ali, La Tunisie médicale. Les brochures et œuvres retrouvées à la Bibliothèque nationale d'El Atarine à Tunis. Cette matière première nous a permis de constituer un document à la fois thématique et chronologique. L'axe chronologique a été divisé en 3 grandes parties. 1. Les origines de la pharmacie en Tunisie, du 8e siècle jusqu'à 1881. 2. La période du protectorat français de 1881 à 1956. 3. La pharmacie en Tunisie depuis 1956 jusqu'en 1976. Pour la première partie, nous avons opté pour un plan progressif allant du général au particulier. Nous avons envisagé un bref aperçu sur la contribution des Arabes au développement de l'art médical et pharmaceutique, et puis de façon plus détaillée, l'histoire de la médecine et de la pharmacie arabe en Tunisie en suivant une chronologie basée sur les dynasties qui s'y sont succédées. Pour les 2 autres parties,
nous avons traité séparément chacun des thèmes suivants. La pharmacie officinale, la pharmacie hospitalière et la biologie. L'industrie, les grossistes répartiteurs et le monopole. Les études pharmaceutiques et la formation professionnelle. Le syndicat, l'ordre et les sociétés savantes. Un sujet non sans difficulté, ou les difficultés du travail. Lors de l'élaboration de ce travail, nous avons rencontré beaucoup de difficultés dont la plus importante est d'ordre méthodologique. En effet, comment écrire l'histoire de la pharmacie sans avoir la formation de l'historien ? Cependant, nous avons la conviction que l'histoire de la pharmacie ne peut être le fait que d'un pharmacien, même si là comme ailleurs, la loi s'entoure d'exceptions. Sur l'histoire de la pharmacie tunisienne, nous disposons de très peu de travaux et quand cela existe, c'est tout pointu ou surtout très disparate et dans ce cas à l'état de bribes dans des documents, par ailleurs fort nombreux, mais relatifs à l'histoire de la médecine. Une autre difficulté d'ordre pratique est la densité des archives du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et du syndicat pharmaceutique. Les archives de l'ordre, majoritairement manuscrites, sont le plus souvent illisibles. L'expression approximative et l'absence de détails rendent difficile le déchiffrement de l'écriture et la compréhension des événements. Au niveau de la Bibliothèque nationale, nous nous sommes heurtés à deux problèmes principaux, l'archivage archaïque et les sources bibliographiques perdues ou mal conservées. De plus, la rareté de la bibliographie tunisienne relative à la période coloniale constitue un gros handicap. En effet, les auteurs sont pour la plupart des étrangers se positionnant en protecteurs. Il nous a donc fallu nous en démarquer et interpréter autrement les événements. Un travail de lecture à la fois long et patient a été nécessaire et nous a permis de rassembler ces données en un document que nous espérons cohérent et initiateur de nombreux autres travaux qui viendront enrichir l'histoire de la pharmacie. Les origines de la pharmacie en Tunisie. La contribution des Arabes au développement de l'art médical et pharmaceutique. A. Les réalisations arabes. 1. La période des médecins traducteurs, 7e-8e siècle après Jésus-Christ. Dès l'avènement de l'islam, au 7e siècle, les arabo-musulmans se sont intéressés à la pharmacie et à la médecine. Le premier scientifique connu à l'époque du prophète Mohammed est Al-Hareth ibn Kilda, qui s'est formé en Perse à l'école de Jundisapur, école célèbre créée par les Nestoriens venant de Constantinople en 435. La plupart des médecins diplômés de cette école étaient chrétiens. Encouragés par les honneurs et les avantages matériels qui leur étaient accordés par les califes abbassides, Haroun al-Rachid, al-Ma'amoun, al-Mutassem, al-Watek, al-Mutawakkil, et leurs vizirs, surtout Yahya le Barmécide, les diplômés de l'école de Jundisapur se sont penchés sur la traduction des œuvres médicales grecques, surtout celles d'Hippocrate, d'Iscora et des Galiens. 3 familles de médecins se sont particulièrement illustrées par leur traduction. La famille des Baktéchou, parmi lesquels se distingue Georgi ibn Baktéchou. La famille des Messué, ibn Massawai. Le plus connu étant Jean de Messué, Yohanna ibn Massawai. La famille des Sérapions, les Sarabionnes. 2. La période de rénovation et de développement des sciences médico-pharmaceutiques, du IXe au XIIIe siècle. Après la période de traduction qui a été en fait une période de transition, les Arabes ont été particulièrement productifs dans les domaines de la médecine et de la pharmacie. Les savants arabes ont commencé par enrichir le droguier, en voyageant vers des pays lointains, soit de leur propre initiative, tel Ibn al-Baytar, XIIIe siècle, ou dans le cadre de missions scientifiques organisées par les califes. C'est ainsi que de nouvelles drogues d'origine végétale bourrache, séné, tamarin, turbis, coton, safran, animal, ambre ou encore minéral, lin, cuivre, sont venus enrichir le droguier devenu par la suite la pharmacopée arabe. Les Arabes ont mis au point des opérations et des techniques telles que la distillation à l'alambic, la fermentation, ainsi que la dissolution, la filtration, la calcination et la sublimation. Ils ont par ailleurs contribué au progrès de la pharmacie galénique par la mise au point de nouvelles formes pharmaceutiques, sirop, loques, juleps, élixirs, robes, liniments, etc. Les scientifiques arabes sont également les créateurs des grabadins d'œufs, acrabadins, appelés de nos jours pharmacopées.
La première étant l'œuvre de Sapur III, intitulée Al-Akrabadin al-Kabir, ou la Grande Pharmacopée qui date de l'an 850 environ. C'est l'ancêtre de nos codex, selon Hervé Aran IV, et la première pharmacopée officielle d'après Goris Hélio V. Alaoui, ou le continent d'Al-Razi, Razès. Zad al-Musafir ou Viaticum d'Ibn al-Jazar. Al-Itimed d'Ibn al-Jazar. Le Tasrif d'Aboul Cassis ou Abu al-Qassem az-Zarawi. Le Canon d'Avicenne ou Ibn Sina. Kitab al-Saïdana fil Tib d'Al-Biruni. Jama'a al-Mufrada, d'Ibn al-Baytar. Al-Tadekira, de Daoud al-Antaki. Les Arabes ont été aussi à l'origine de la réglementation de la profession pharmaceutique. Dès le IXe siècle, ils ont créé des lois d'exercice et ont soumis les professionnels au contrôle du mutasib et de son amin, précurseur du pharmacien inspecteur. Ils ont été les premiers à avoir séparé la médecine de la profession pharmaceutique, qui est devenue alors distincte et indépendante. On parle de spécialisation. Dans sa thèse de doctorat en pharmacie, Radi Jazi signale que l'historien Ibn Abi Usaïbiassis rapporte que le médecin tunisien Ishaq ibn Imran, 7, ayant perdu les faveurs du calife régnant à Kairouan, Ziadé Allah III, s'était installé sur une place publique de la ville. Il délivrait des ordonnances. Ibn Imran pratiquait uniquement la prescription, ce qui nécessitait l'intervention d'une autre personne qui devait exécuter ces prescriptions, à savoir un pharmacien. D'autre part, cette séparation entre médecine et pharmacie a été renforcée avec Ibn al-Jazar. En effet, il a aménagé chez lui une salle où il effectuait lui-même les consultations et une autre salle où son serviteur Rachik assurait la dispensation des médicaments, l'explication du mode d'emploi et de la posologie. Rachik peut être de ce fait considéré comme le précurseur du pharmacien, et la salle qu'il occupait comme celle de l'officine. Cette spécialisation est plus pointue avec Asarati et Al-Shaizari 8, qui distinguent les attarins ou droguistes, les chirabines ou vendeurs de sirop. Il distingue également diverses catégories de pharmaciens. Les pharmaciens ou sayadila proprement dit qui exercent dans les ducans ou officines. Les pharmaciens ambulants, c'est-à-dire les sayadila qui utilisent les étalages et exercent sur les places publiques. B. Les principaux noms qui ont marqué la pharmacie arabe au cours des siècles. 9e siècle. Hunayn ibn Ishaq, 809 à 873. Arabe chrétien de Hira, il a exercé à Bagdad à l'époque du calife al-Ma'amoun. Parmi ses œuvres citons Kitab al-Dukan ou l'Officine. Kitab al-Farq bayn al-Agdia wal Adwiya, ou Traité des différences entre les aliments et les médicaments. 10e siècle. Razès al-Razi 864 à 932, surnommé le Galien des Arabes. Ses ouvrages les plus connus sont Al-Aoui ou Le Continent, Al-Jama'a, Al-Mansouri. Ibn al-Jazar, 898 à 980, c'est le plus célèbre des médecins du Maghreb. Parmi ses ouvrages, la plus connue est Zad al-Musafir ou Viaticum. 11e siècle. Ibn Sina, Avicenne 990-37, surnommé par les Arabes Al-Shaykh al-Rez par les autres philosophes occidentaux, l'Aristote de l'islam et son Hippocrate. Parmi ses ouvrages, le Canon est le plus célèbre des livres de médecine dans l'histoire arabe. Al-Biruni, 973-1048, contemporain d'Avicenne. Son ouvrage la plus célèbre est Kitab al-Saïdana fil Tib, ou le traité de la pharmacie médicale. Il classe les médicaments en aliments-médicaments et médicaments-poisons, et considère de ce fait que les médicaments occupent une place intermédiaire entre les aliments et les poisons. On ne peut pas parler d'Al-Biruni sans évoquer ses définitions du pharmacien et de la pharmacie. Le pharmacien selon Al-Biruni, Saïdanani et Saïdalani sont deux termes équivalents. Ils désignent le pharmacien et par contraction deviennent Saïdali ou Al-Saïdali. Ces termes ont pour origine le santal, ou sandal qui est un bois précieux provenant de l'Inde et qu'on vend dans les officines. Voilà comment Al-Biruni définit le pharmacien. Al-Saïdalani, ou pharmacien, est le professionnel du médicament, celui qui sait choisir la meilleure qualité de chaque médicament simple et de chaque médicament composé, préparé selon les meilleurs modes opératoires tels que décrits dans les ouvrages des savants émérites.
Dans la définition de la pharmacie d'Al-Biruni, on retrouve déjà la notion de préparation officinale et celle de préparation magistrale pour la première fois dans l'histoire. Il dit, Al-Saïdana ou pharmacie est l'art de reconnaître les drogues simples, leurs espèces et leurs variétés, leur meilleure qualité. C'est aussi l'art de mélanger les composants des préparations, selon les formules enregistrées dans les livres, notion de préparation officinale, ou selon la prescription d'un auteur croyant. Là, on retrouve la notion de préparation magistrale. Ici, Al-Biruni emploie le qualificatif croyant pour désigner les gens honnêtes. Aboul Qasim al-Zahraoui, 936-10-13, parmi ses ouvrages citons Kitab al-Tasrif fil Mudawat wa al-Tadbir, ou Pratique de rechange pour qui est dans l'incapacité de composer des remèdes. XIIe siècle. Avanzoar ibn Zor, 1162, a écrit Kitab al-Taïzir fil Mudawat wa al-Tadbir, ou pour rendre aisée la thérapeutique et les soins de santé. Averroès ibn Rushdie, 1126 à 1198, auteur du Colligé ou Al-Kuliya fil Tib. Ibn at-Telmid, 1165, c'est le chef des médecins à Bagdad. Son ouvrage le plus connu est le Grabadin. Il a pris la place du Grabadin de Sapour, et est alors devenu la référence pour les médecins et les pharmaciens. Al-Ghafiqi, 1165, et son traité de médicaments simples. XIIIe siècle. Cohen al-Attar, auteur de Minhaj al-Dukan, ou La voie de l'officine. Ibn al-Baytar, 1197 à 1248, et son traité des simples. XVe-XVIe siècle. Abou al-Abbasi al-Hosni, connu sous le nom de Ashrif al-Sichiyi, médecin tunisien. Il a rédigé Kitab al-Atebaa, ou le livre des médecins. Abou Saïd Ibrahim al-Sichiyi, auteur de Minhaj al-Dukan, ou La voie de l'officine. Daoud al-Antaki, connu par son ouvrage Tadkira Ouli al-Albab, ou Aide-mémoire destinée aux gens d'esprit. XVIIIe siècle. Abd al-Razzaq al-Jazairi a écrit Kachef al-Rumu. 2. Histoire de la médecine et de la pharmacie arabe en Tunisie. La médecine et la pharmacie ont fait leur apparition en Ifriqiya 9, et plus exactement à Kairouan, à l'époque du prince Yazid ibn Atem al-Mu'allabi, qui était venu de Bagdad en l'an 772 en compagnie du médecin Jean de Messué, Yohanna ibn Massawai, médecin chrétien de l'école de Jundi-Sapour. Il a vécu à Bagdad. L'apparition de la médecine en Ifriqiya fut suivie d'une période de créativité et de productivité médico-pharmaceutique qui a connu plusieurs étapes. À l'époque des Aghlabides, 800 à 900. Tout a commencé avec les Aghlabides qui, dès leur avènement, ont instauré l'étude des sciences médicales, chimiques et mathématiques. Afin de propager l'étude de ces sciences dans le pays, ils ont créé à Kairouan l'université Dar el-Hikma, 10, où était assuré l'enseignement médical théorique. Cet enseignement médical a pris en fait naissance avec Ishaq ibn Imran. C'est le fondateur de l'école de Kairouan. C'est un médecin musulman originaire de Bagdad. Il était venu à Kairouan avant 875, à la demande de l'émir Arlabaïd Ibrahim II, qui l'a tué par la suite en l'an 892. Il fut le premier à introduire en Tunisie les œuvres médicales grecques, surtout celles de Galien de Discoraïde et d'Hippocrate. Son œuvre comprend surtout Al-Adwiya al-Mufrada, ou Traité des médicaments simples, Al-Ansar wa al-Tamam, ou du principe et du complément de la médecine, Al-Malikulia, ou la mélancolie, est son ouvrage le plus célèbre. L'application pratique de ces sciences médicales a amené à la création des hôpitaux ou morstan, encore appelés Ed-Demna, où des leçons de médecine pratique, cours d'application, ou Durus Tadbikia étaient assurés par le chef des médecins au profit des futurs toubibs. L'enseignement de la médecine était ainsi maintenu pendant près de 5 siècles dans les États de Tunis. À cette époque, les médecins et les pharmaciens étaient tous des autochtones et durant cette longue période de l'histoire, aucun médecin, aucun pharmacien étranger au pays ne se fit remarquer par sa présence. B. L'époque des Fatimides, 900 à 972. Ali ibn Ishaq ibn Imran, c'est le fils de Ishaq ibn Imran. Il était médecin chiite de Kairouan et occupait une place privilégiée auprès des hommes du pouvoir fatimide.
Ishaq ibn Suleyman, 869 après 961, né en Égypte d'une famille juive en l'an 869. C'est l'élève d'Ibn Imran. Il avait commencé à exercer en Orient le métier de Kahal, ou oculiste, qui consistait à soigner les yeux, quand Ziadé al-III, le dernier des émirs aghlabides, le fit venir à Kairouan en 906. Ce dernier ne tarda pas à être vaincu. Ibn Suleyman exerça alors la médecine tout au long du règne des Fatimides. C'est ainsi qu'il passa sa vie au service de Ubaïd Allah al-Mahdi, puis de ses successeurs au trône Al-Qaem, Al-Mansour, Al-Moez. Parmi ses œuvres citons Al-Amiyat, ou le traité des fièvres, Al-Adwaya al-Mufrada wa al-Agdia, ou traité des médicaments simples et des aliments, Al-Bawl, ou traité des urines, Al-Tiryak, ou la Teriyak, Dunar ibn Tamim, 971. Né à Kairouan à la fin du IIIe siècle de l'Hégire, dans une famille juive. C'est le disciple et l'ami d'Ibn Suleyman. Il a été au service des émirs fatimides à savoir Al-Mansour, Al-Moez. De ses œuvres médicales citons Kitab al-Tolkis, ou le résumé des médicaments simples. Ibn al-Azhar Moussa, c'est un médecin israélite. Il était au service d'Al-Moez li-Din Alay. Parmi ses œuvres, Aswal ou Latou, Al-Akrabadin ou le Grabadin. Ibn al-Jazar, Abu Ja'far Ahmad ibn Ibrahim ibn Abi Khaled, 898 à 980, il est né à Kairouan. Il a reçu ses premiers enseignements de son père Ibrahim et surtout de son oncle Abou Bakr, tous deux médecins. Mais il a acquis ses connaissances médicales surtout auprès du célèbre Ishaq ibn Suleyman. À l'exception de son ami Abu Talib, oncle du calife Al-Moez, il n'entreprenait aucune relation proche avec les hommes du pouvoir. Il préférait partager la vie des pauvres et fréquenter les classes sociales défavorisées. C'était un médecin modeste, le médecin des pauvres et des déshérités. C'est avec Ibn al-Jazar qu'on a assisté pour la première fois à la séparation entre la médecine et la pharmacie. Celle-ci est devenue alors autonome. En effet, Ibn al-Jazar s'occupait uniquement de l'examen des patients et de la prescription. Il assurait la rédaction de la wasfa, ou ordonnance qu'il remettait au patient. Ce dernier s'adressait alors à Rachik, serviteur d'Ibn al-Jazar, qui s'occupait de l'acte pharmaceutique proprement dit, à savoir la délivrance du remède et l'explication du mode d'emploi et de la posologie. Ibn al-Jazar est décédé à Kairouan en 980. Parmi ses œuvres, 43 ouvrages ont été recensés dont les principaux sont Tabin. Ahayon ibn Ahayon, décédé en 995, médecin d'Ifriqiya à l'époque fatimide. Il était Kahal, ou oculiste sous le règne d'Al-Moez li-Din Alay. Citons son œuvre Amradou al-Ayn wa Mudawatwa, ou les maladies des yeux et leur traitement. Assoussi, Abdou Ali ibn Mohamed al-Takafi Assoussi, 945-10-13. Il est né à Sousse. Il a acquis ses connaissances en Ifriqiya. Citons son œuvre Mujariba Tibia ou Essais médicaux. C'est l'époque des Irides, 972 à 1160. Abou Assel Toumaya, 1067 à 1134, médecin d'origine andalouse. Il a voyagé en Égypte en l'an 1096, où il a été emprisonné dans la bibliothèque des émirs. Une fois libéré, en 1112, il a quitté l'Égypte pour aller à Madia où il a servi le roi Yahya ibn Tamim ibn Badis, puis Ali et Hassan, le dernier des Irides. Parmi ses œuvres, citons Kitab al-Adwaya al-Mufrada, ou Traité des médicaments simples. Constantin l'Africain. Il est surtout célèbre par ses traductions. Il est né à Carthage en 1015 ou 1016. Il a quitté la Tunisie pour l'Italie, emmenant avec lui les manuscrits médicaux qu'il a traduits en latin. Il a exercé la médecine à Salerne. Il a également fondé une école en Italie, pour l'apprentissage de la médecine. Ses traductions les plus célèbres sont Viaticum, traduction de Zad el-Mosafir d'Ibn el-Jazar. Panteni, traduction du Maleki d'Ali ben Abar. Notons ici que Constantin s'est approprié ces ouvrages arabes traduits au latin, et n'a jamais cité les noms des auteurs. Dès l'époque des Almohades, 1160 à 1230. Al-Hafid ibn Zor, 1181 à 1205.
C'est le petit-fils de Abu Marwan ibn Abi al-Ala ibn Zor, un grand médecin andalou. Il était le médecin de Youssef, de Yacoub puis de Mohamed, respectivement 2e, 3e et 4e sultan almohade. Abu al-Hajjaj Youssef ibn Muratayer, médecin andalou. Il était au service d'Al-Mansour ibn Yacoub, sultan almohade qui régna de 1184 à 1198. Le XIIe siècle fut surtout marqué par l'éminent El-Chérif el-Idrissi es-Sikili, qui a rédigé un remarquable traité de botanique. L'époque des Hafsides, 1230 à 1534. Le XIIIe siècle fut l'apogée de la médecine tunisienne autochtone. En effet, l'encouragement des Hafsides et l'influence des sciences andalouses ont été à l'origine de l'émergence d'un nombre considérable de médecins tunisiens. Ibn al-Asha, Abu Ja'far Ahmad ibn Mohamed ibn al-Asha. Médecin de Tunis, il était au service de l'émir Abu Zakaria al-Hafsi qui a régné entre 1230 et 1249. Il a créé un lexique de médecine arabe, Mufidou al-Ulum ou Amubidou al-Umum, qui est le premier de son genre. Mohamed ibn Andras, mort en 1275. Médecin d'origine andalouse. Il a servi les émirs hafsides à Biéya, Bougie en Algérie, ce qui l'a rendu célèbre. Il est parti par la suite à Tunis en l'an 1262 JC, à la demande du calife Al-Mustansir Billah pour devenir son médecin personnel. Il a écrit Nadem al-Adwaya al-Mufrada. Abdelkrim ben Molma el-Baji, originaire de Béja. Il a vu sa réputation s'étendre jusqu'au Maroc. Abou el-Abbas ben Roumia, appelé Nabati, ou le botaniste. Mohamed ben Ahmed, mort à Tunis en 1271. Son enseignement était très suivi. Il a 2 traités en vers, l'un sur la thérapeutique, l'autre sur la pharmacie. La vie médicale au cours du XIVe et XVe siècle, sous le règne des Hafsides, a été marquée par les noms suivants. Youssef ibn Andras, mort en 1329. C'est le fils de Mohamed. Il a acquis ses connaissances médicales de son père. Il était au service de l'émir Abu Yahya Abi Bakr al-Hafsi à Constantinople, puis à Tunis. La famille médicale d'Al-Sichiyi s'est particulièrement illustrée à l'époque grâce à Al-Sichiyi, Ahmad ibn Abdassalam al-Sichiyi al-Sherif al-Osni Abu Abbas. Né à Tunis et mort en 1418, c'est un médecin célèbre de l'époque hafside. Il était privilégié chez les sultans de cette dynastie, en particulier Abi Fares Azouz qui a régné entre 1393 et 1433. Il a un traité de médicaments simples. Al-Sichiyi, Mohamed ibn Othman al-Sichiyi al-Sherif al-Osni Abu Abdellah. Né à Tunis au milieu du XIVe siècle et mort à la fin XVe siècle. C'est l'auteur de Al-Muqtasar al-Farisi, écrit en l'honneur du sultan hafside Abi Fares Abdelaziz ibn Abi al-Abbas Ahmad al-Hafsi qui a régné de 1393 à 1433. Citons également Al-Khmiri ou Al-Maghazili, c'est le disciple de Abi al-Abbas al-Sichiyi. Il était au service du sultan hafside Abi Fares Azouz, de 1393 à 1433. Citons son œuvre, Toufa al-Kadem fi Ayfdh Asisha. Al-Labni, Abu al-Qassem ibn Ibrahim, médecin de Kairouan au XVe siècle. Il était au service de l'émir Abi Amrou Othman ibn Mohamed ibn Abi Fares. Il a écrit Dora as-Suluk li Sayed al-Moulouk. C'est également sous le règne des Hafsides que Tunis a connu la création de son premier hôpital vers 1460, grâce à Abu Fares Abdelaziz el-Hafsi. L'occupation espagnole, 1534 à 1574. Avec l'arrivée des Espagnols, l'insécurité s'est installée, les sciences médicales et pharmaceutiques ont cessé d'évoluer, phénomène qui s'est étendu tout au long du règne des Dey. Même les rares savants qui existaient à l'époque, migraient loin de la Tunisie. C'est le cas par exemple de At-Tunisi. Il était vivant en l'an 1493. C'est un médecin tunisien. Il a migré à Istanbul, où il s'est mis au service du sultan ottoman Bayazid II. Parmi ses œuvres nous citons Asbab Marad at-Taoun, ou les causes de la maladie de la peste. Konesh fil Tib ou abrégé de médecine. Les Turcs.
1. Les Ottomans, 1574 à 1637. En Tunisie, les Turcs, après avoir défait les Espagnols, ont emmené avec eux les traductions d'anciens ouvrages médicaux et ont été à l'origine de l'introduction de nouvelles notions médicales importées de l'Europe. Cependant, les sciences médicales et pharmaceutiques ont connu une stagnation tout au long du règne des Pachas en Tunisie. 2. Les Mouradites, 1637 à 1705. À son début, le règne des Dey en Tunisie a été marqué, comme celui des Ottomans, par l'absence de productivité autochtone en dehors de quelques rares noms qui se sont illustrés par leurs ouvrages. Al-Alwini, avant 1657 et son œuvre Taroui al-Larwa. Ibat Ali ibn Ahmad al-Hanafi, médecin d'origine grecque. Il a quitté la Grèce en 1687. C'est le premier qui a introduit en Tunisie la médecine moderne européenne. Son livre est intitulé « Kitab Ibat Allah fi Theb » ou le livre de Ibat Allah en médecine. Al-Yayej, Mohamed Al-Yayej Al-Andoulsi, Abou Abdallah, 1697. Il est né en Tunisie. Il a écrit « Ta'alif fi Theb » ou « Traité de médecine ». Cependant, avec le nombre croissant de navigateurs européens accostant sur les rives tunisiennes, les apports de la médecine occidentale se sont multipliés tout au long du XVIIe siècle et de nouvelles notions médicales européennes ont été progressivement adoptées. Tunis a en fait connu la création de son premier hôpital-hospice en 1073 de l'Hégire, 1662, sous le règne de Hamouda Pacha le Mouradi. Ce Marstein, du persan Bimerstan, si à la rue de la Casbah est en fait une institution des Abou-11. Les dépenses et le fonctionnement de cette institution étaient assurés par les Oukafa, ou legs de la princesse Aziza Othmana. De l'acte constitutif des Abou on peut lire « Quant au service intérieur, il sera assuré par un médecin qui soignera les malades et leur préparera les potions, les pommades et les autres médicaments qui conviennent à chacun d'eux. Il aura à cet effet une pièce spéciale qui lui servira de pharmacie. » Ainsi, à l'époque, l'exercice de la médecine et de la pharmacie était assuré par un même praticien et la pharmacie hospitalière avait déjà sa place. En effet, un espace lui a été spécialement réservé. On retrouve ici le concept de préparation magistrale à travers la notion de médicament, spécialement conçu pour convenir à un malade déterminé. 3. L'époque des Husseynites, les Beys, avant le protectorat français, 1705 à 1881. Avec l'arrivée de Hussein Ben Ali Bey, et sous l'influence des apports scientifiques occidentaux grandissant de jour en jour, la Tunisie a connu une révolution scientifique et un épanouissement culturel à tous les niveaux, y compris les domaines médical et pharmaceutique qui ont été marqués par quelques noms parmi lesquels nous citons. Youssef Al-Kir, c'était le médecin de Ali Bey qui a régné entre 1759 et 1783. C'est l'une des personnes qui ont contribué à l'introduction de la médecine occidentale en Tunisie. Parmi ses ouvrages, Risala bil Luga al-Latinia Filmia al-Ma'adania li Hammam al-Anf, ou Lettres en latin à propos des eaux minérales de Hammam Lif. Il a également un livre en médecine renfermant quelques nouveaux médicaments. Magouch, Ibrahim ibn al-Taj Mohamed Magouch. Il pratiquait la médecine en Tunisie au début du XVIIIe siècle. Il a écrit Risala fi Theb al-Aham, ou Lettres en médecine générale. Adamani, Ahmad Adamani Abou al-Abbas. Médecin turc du XIXe siècle. Il a excellé en médecine, ce qui a conduit à sa nomination au grade de Amin al-Atebaa. C'est l'auteur de Nafezou Adoura Ralisan Fima Yuzilu al-Marada, ou Ayafadou Seata al-Insan. Malgré l'intérêt culturel et scientifique que montraient les possesseurs du royaume de la Tunisie à l'époque, ceux-ci se souciaient fort peu de l'hygiène. La Tunisie vivait en effet dans des conditions d'hygiène déplorables, les villes étaient dans un état de saleté repoussante. La contagion était alors fort facile. Par conséquent, les épidémies arrivaient à décimer rapidement les populations. En sus de son manque d'hygiène, la population tunisienne était fort ignorante, elle manifestait un refus absolu de la présence du médecin, elle le craignait et le fuyait. Elle essayait de le repousser par tous les moyens. Sorcellerie, empoisonnement. Elle n'opposait la plupart du temps, au fléau qui la frappait qu'un fatalisme inagissant.
Les préjugés, les croyances et les superstitions qui empoisonnaient les esprits des Arabes leur dictaient leurs habitudes. L'empirisme occupait une place privilégiée parmi eux. Ils s'adonnaient aux saignées, aux vésicatoires, croyaient aux bienfaits des amulettes ou des versets de Coran tracés sur un abcès, ou un érysipèle par un descendant de la faculté mort. Ils faisaient appel aux matrones, qui faisaient subir aux femmes lors de leurs accouchements toutes sortes de tortures et provoquaient chez elles, dans le meilleur des cas, des maladies graves des organes génitaux et au pire la mort. Ils se faisaient aveugler par des soi-disant oculistes, soignaient leurs enfants chez des empiriques qui se déclaraient pédiatres, du fait de leur amour inné pour les enfants. Ils croyaient et admiraient la supériorité d'un empirique, qui se disait capable de tâter le pouls de ses patients, sans utiliser ses doigts. Par expérience, il pouvait le faire seulement par le bout de sa canne ou bakita. Ces empiriques avaient donc leur place dans le pays. Ils étaient surtout nombreux, non seulement à cause de l'ignorance de la population ou de la pénurie des médecins diplômés, mais aussi parce qu'à l'époque et jusqu'à l'avènement du protectorat, et même quelques années après, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, alors non individualisé, n'obéissait à aucune règle. N'importe qui pouvait, de son propre chef, se déclarer docteur, surtout s'il arrivait à se procurer à titre de complaisance, chez un médecin diplômé, un certificat attestant de sa capacité d'exercer l'art médical. Ces nouveaux médecins se munissaient tout de suite d'une bakita, signe de leur art, sans laquelle le peuple ne pourra jamais les estimer. Ces empiriques étaient souvent des anciens courtiers interprètes des médecins européens, qui les accompagnaient dans leurs visites, leur servaient de guides et d'interprètes et préparaient sous leur surveillance les tisanes, les infusions et toutes sortes de préparations. Au bout d'un certain temps, croyant avoir maîtrisé l'art de guérir, ils quittaient leur patron et travaillaient pour leur propre compte. Ces médecins interprètes formaient la faculté juive, dans laquelle le titre se transmettait de père en fils sans besoin d'études ni d'instruction. À côté de la faculté juive, la pratique médicale était assurée au début du XIXe siècle par les membres d'une faculté mort, des soi-disant médecins qui avaient pour chef un certain El-Hakim Bashi, aussi ignorant que ses collègues. Les médecins européens avaient intérêt à avoir de bonnes relations avec le doyen de la faculté des morts, sinon il les contraignait à exécuter les sentences du bey qui consistaient à couper la main du voleur. Les médecins empiriques qui étaient comme les Européens, en même temps pharmaciens, droguistes, faisaient des consultations sans mérite et fournissaient les médicaments qu'ils jugeaient nécessaires. Tout cela au prix de 7,50 francs. Les visites simples, quant à elles, ne coûtaient que 3,50 francs. En dehors des formules copiées à partir d'une ordonnance de médecin ou apprises du temps où ils étaient interprètes, la thérapeutique de ces empiriques consistait tout en remèdes de bonnes femmes. Et c'est bien pour cela que les empiriques trouvaient une si grande faveur auprès des familles indigènes. C'est aussi pour cela que l'ancien valet réussissait souvent à avoir auprès des indigènes plus de succès que son ancien maître. Donc, des médecins autochtones, il ne restait plus que ces vulgaires empiriques qui étaient alors autorisés à exercer leur art d'irawani uniquement hors des villes. Ceux qui paraissaient avoir une culture médicale plus élevée pouvaient exercer dans les grandes villes. On leur attribuait même le titre de Amin et Touba, ou chef de corporation des médecins. Le premier de ces Amins fut Mohamed Ben Hadjasouna Bouassida, proclamé en tant que tel en 1818-1234 de l'Hégire. La qualité d'Amin se transmettait de père en fils par droit successoral, la formation médicale n'étant pas exigée. C'est ainsi qu'à la mort de Mohamed Ben Hadjasouna, son fils Mohamed Bouassida lui succéda. Amin et Touba avait pour attribution la délivrance des certificats de capacité médicale, c'est-à-dire des autorisations de pratique de l'art médico-pharmaceutique sous la régence. C'est ainsi que Hamda Bali, médecin au Kyutchil, caserne, fut autorisé à exercer ce métier par Mohamed Bouassida, Amin et Touba à l'époque, qui lui a alors remis une attestation d'exercice à la date du 8 janvier 1858. Figure 1, page 136. On peut y lire en arabe ce qui suit. Ce qui donne la traduction approximative suivante. Louange à Dieu, notre attestation présente entre les mains de notre fils Hamda Bali et nous l'avons autorisé à exercer le métier de médecin puisque nous savons qu'il travaille au Kyutchil comme Marestan tout comme ses semblables. De la part de Mohamed Bouassida,
Al-Amin en date en 8 Muharrem ou janvier de l'an 1275. Une telle attestation témoigne de la médiocrité du niveau d'expression de Mohamed Bouassida. Le niveau du responsable en dit long sur celui des apprentis. Le bey a probablement tenu compte de son origine turque, pour lui attribuer une telle responsabilité. Peu importe alors le niveau, pourvu qu'il soit de bonne origine. L'autorisation de pratique médicale pouvait s'obtenir également, en payant simplement un montant au médecin du bey ou encore en rassemblant les signatures des habitants d'un village témoignant de la capacité de telle ou telle personne à exercer la médecine ou la pharmacie. Figure de A de B. Tel est le cas de Mohamed Etaïb Nafti, dont les qualités de guérisseur ont été reconnues par une vingtaine de personnes, ou encore celui de Mohamed Al-Jiridi, médecin d'après le témoignage des habitants de Nafta Ajrid et d'après l'ordre de Sadok Bey. La capacité de celui-ci à exercer la médecine a été affirmée par une cinquantaine de villageois. L'exercice de l'art médico-pharmaceutique était donc incontrôlé, la vente des substances toxiques, de l'alcool, leur consommation était également libre. On voyait partout des toxicomanes et des alcooliques et on pouvait se procurer des substances pharmaceutiques telles que l'opium ou la cantharide, des Bana el-End, même chez les épiciers du Souk el-Blad 12. C'étaient les Saïd al-Anis, ou pharmaciens de l'époque. On voit encore de nos jours quelques boutiques à la devanture desquelles sont exposées des bottes de plantes médicinales. Figure 2A, page 19. Figure 2B, page 18. Les médecins pharmaciens avaient donc une rude tâche à accomplir. Il fallait agir à tous les niveaux pour améliorer l'état sanitaire, alors désastreux, du pays. Il fallait surtout combattre l'empirisme et se faire accepter par les Tunisiens qui les craignaient. Il fallait faire preuve de bienfaisance et gagner leur confiance. Avant 1830, les relations entre les musulmans et les chrétiens étaient très rares, l'entrée des étrangers dans le pays était donc très difficile. Seuls quelques rares médecins européens vivaient dans le pays. Malgré la rareté des informations sur les médecins de la première époque, quelques noms nous sont parvenus. La famille des Fessler, originaire de Strasbourg, semble être des plus anciennes. Elle était au service du bey. Antoine Fessler avait assuré en 1770 les fonctions de médecin du consulat de France et du bey Ali Ben Hassen Ben Ali, 1759 à 1782. Son fils Michel Fessler lui succéda et fut également le médecin du consulat français, du bey Ahmed, 1837 à 1855, et de la garde bellicale vers 1838. Le docteur César Clément est également parmi les plus anciens médecins français, venu pour la première fois en Tunisie entre 1815 et 1820 et fut médecin du bey du camp Ahmed Ben Mustapha, 1837 à 1855, et devint un de ses médecins. Il mourut entre 1884 et 1887. À partir de 1830, les échanges entre musulmans et chrétiens devinrent plus fréquents et les médecins européens plus nombreux. Le docteur Nicolas Vignalé, né à Tunis en 1826, fut nommé médecin en Italie. Aussitôt de retour en Tunisie, il fut nommé médecin du bey du camp Sadok. Lorsque celui-ci monta sur le trône en 1859, il nomma le docteur Vignalé son premier médecin. Il le demeura jusqu'à sa mort à l'âge de 45 ans en 1871. Le docteur François Mascaro, de nationalité espagnole, venu de Mahon, Baléares, vers 1830. Comme tous les médecins de l'époque, il avait fondé une pharmacie. C'est la pharmacie du Lion, située rue de l'Église qui devint plus tard la pharmacie Sinigaglia dont on parlera plus loin. Le docteur Lombroso, figure 3. Né à Tunis en avril 1813, de parents italiens, il fit ses études secondaires et universitaires à Florence. Il fut reçu docteur en 1835 et rentra la même année à Tunis, sous la demande du bey Mustapha. Il était son médecin pendant son règne entre 1835 et 1837, puis le médecin de son successeur, le bey Ahmed. En 1842, il fut nommé directeur général du service sanitaire de la Régence. Figure 3. Ses services rendus à la colonie italienne lui valurent le titre de baron, qui lui fut accordé par décret royal du roi Victor Emmanuel II. Dans l'article du docteur Molko sur l'art médical en Tunisie avant le protectorat, on lit «
Notre collègue doué d'une très fine critique médicale et d'une observation très juste, étudia les maladies les plus répandues dans la Régence, son climat, l'hygiène rudimentaire dans laquelle le pays végétait, les grandes épidémies de choléra et de peste auxquelles il avait assisté et pris une part très active comme médecin, les mœurs des habitants, leurs préjugés, leur degré de civilisation. En notant toutes ces observations, il en fit plusieurs publications, dont la notoriété et l'importance lui valurent d'être membre de plusieurs académies de médecine, entre autres celles de Marseille et de Turin. Plusieurs docteurs qui exerçaient en Europe se prévalurent de l'autorité de Lombroso et de ses travaux, pour appuyer leurs théories. L'afflux des familles européennes et des médecins fut encore plus important sous le règne du bey Ahmed Ier, 1837 à 1855. Avec ce souverain, la civilisation fit d'énormes progrès et la sécurité fut plus grande. En effet, le bey Ahmed s'est surtout illustré par sa profonde intelligence, sa science politique, sa charité et son intérêt pour la prospérité et le bien-être de ses sujets. Malgré les mesures prises par ce souverain et les efforts déployés par les médecins de la Régence, la population continua à être ravagée par les épidémies meurtrières que favorisait la situation géographique de la Tunisie. Les statistiques du docteur Lombroso relatives aux morts causées par l'épidémie du choléra qui a sévi entre novembre 1849 et août 1850 illustrent les ravages causés par ces épidémies. On lit dans l'article précité du docteur Molko, parmi les musulmans on constata à Tunis 8500 cas, dont 4800 femmes, 3700 hommes. Il en mourut 5000. Parmi les Israélites qui étaient beaucoup moins nombreux que les musulmans, il y eut 7700 cas constatés dont 3600 femmes et 4100 hommes. Il en mourut 3400. Parmi les catholiques, il y eut 174 femmes atteintes et 300 hommes. Il en succomba 70 femmes et 230 hommes. Et l'auteur nous affirme que dans les petites villes de l'intérieur, l'épidémie fut plus sévère. Nul sacrifice ne fut alors épargné ni de la part des Européens, ni de la part du bey Ahmed. Celui-ci fit préparer 3 vastes hôpitaux, un pour les musulmans, l'autre pour les Israélites et le troisième pour les catholiques avec toutes les provisions nécessaires montrant encore une fois sa clairvoyance et la préoccupation qu'il avait pour ces sujets. Les Européens, quant à eux, formèrent un comité de secours et de soins et firent venir d'autres médecins dans le cadre de la mission militaire Campenon. Parmi eux, 2 médecins militaires français, le docteur Jouvin qui fut médecin des troupes de la Goulette et le docteur Coton-Charles. Ce dernier fut dès le début nommé médecin de l'infanterie à la Mohamédia et passa rapidement au service du bey Ahmed. Préférant sa liberté, il demanda à revenir à son ancien poste, puis fut médecin de l'infanterie à Tunis. Il était estimé de tous. Lorsqu'il mourut en 1892 à l'âge de 78 ans, il laissa une réputation telle qu'aucun médecin n'en a jamais eu à Tunis. Les efforts et les sacrifices furent donc énormes. Mais dans un pays où toutes les règles d'hygiène étaient inconnues, où l'ignorance prévalait, que pouvait faire tant de charité, de sacrifice et de dévouement ? La Tunisie continua de vivre dans des conditions d'hygiène déplorables. En témoignent les lettres médico-statistiques sur la Régence de Tunis du docteur Lombroso à partir desquelles le docteur Molko, dans son article suscité, rapporte une description de la ville de Tunis en 1849 relatant que la situation n'était guère changée en 1860 et elle le demeura jusqu'en 1881. On y lit ce qui suit. Ces ruelles sont toujours pour la plupart étroites, tortueuses, et les habitations aussi insuffisantes pour abriter les habitants. Le service des égouts tout à fait rudimentaire, avec des cloaques à découvert. L'eau de Zarouane arrivait bien à Tunis, mais en quelles conditions ? Et elle ne se distribuait pas dans toutes les maisons. C'est pourquoi des familles entières se servaient pour boire, de l'eau de citerne pas toujours bien propre. Les rues n'étaient pas éclairées la nuit, et lorsqu'on sortait après le coucher du soleil, il fallait le faire avec l'escorte d'un grand fanal pour éclairer son chemin. Les rues n'étaient pas pavées, ce qui par conséquent faisait que pendant les jours de pluie, la fange devenait d'une quantité énorme, haute de plusieurs centimètres, et pour pouvoir marcher sans trop se salir, il fallait se prémunir de certains socles en fer très hauts. Par contre, les jours de poussière aveuglante enveloppaient toutes choses, avec quel avantage pour la santé de la population on peut le penser. Tout comme l'hygiène de la ville, la pratique médico-pharmaceutique n'avait pas changé.
L'état d'ignorance demeura tel quel. Les empiriques continuèrent donc à exercer leur soi-disant art, mettant en péril des vies innocentes. La vente et la consommation des substances pharmaceutiques demeurèrent sans le moindre contrôle. En atteste la lettre du docteur Host, figure 4A, 4B, médecin diplômé de Montpellier, pharmacien de l'école de Strasbourg et du Conseil de santé des colonies françaises, adressée à Ahmed Pacha Bey en 1851, dans laquelle il déplore la situation lamentable et catastrophique de la pharmacie dans la Régence. On y lit ce qui suit. Jaloux, de pouvoir aussi contribuer au bien-être du pays que je suis venu habiter et auquel je me dévoue de cœur, j'ose me permettre d'intercéder auprès de votre illustre personne pour une profession qui mérite à tous égards et vos sympathies et les mêmes droits. La pharmacie se trouve dans vos états, dans une honteuse position, elle gémit et souffre sous l'empire de l'ignorance. Quoi ? Il est permis à tout homme de jouer impunément avec la vie de son semblable. Cet état doit-il toujours exister ? Non, surtout en songeant au sentiment d'amélioration qui vous caractérise. On déduit de ce qui précède que la pharmacie, comme la médecine, continuait à être exercée par n'importe qui. Le diplôme n'étant pas exigé, la seule autorisation de Amin et Touba suffisait au début du siècle. À l'époque, cette fonction de Amin et Touba était assurée par Mohamed ben Mohamed Kilani, par décret bellical en 1855, après la disparition de la famille d'Ebouassida. Son niveau intellectuel n'étant probablement pas supérieur à ceux qui l'ont précédé, la situation de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.